Bien, si vous le voulez, on va débuter dès maintenant, puisque je crois qu'on a à peu près une soixantaine de personnes en visio ce soir. Donc merci de vous être déplacés pour cette Assemblée générale du CLIS. Pour ceux qui me connaissent, je ne me présenterai pas, mais pour les autres, je vais quand même dire qui je suis. Je suis Jean-Louis Canovin, le maire d'Ancerville, mais aussi conseiller départemental de la Meuse. Et j'ai été désigné par les deux présidents de la Meuse et de la Haute-Marne comme président du CLIS, chose que j'avais déjà été président de 2008 à 2014. Et puis j'avais laissé ma place à Denis. Malheureusement, Denis n'étant pas élu, la loi ne prévoit qu'il ne peut plus être président du CLIS. Mais moi, j'ai accepté de l'être à condition qu'il reste vice-président. Et je voulais d'ailleurs le remercier pour tout ce qu'il a fait pendant toutes ces années au sein du CLIS. Voilà, je ne vais pas être très long sur ma présentation parce que nous avons ici M. Badré, donc, qui vient, c'est plus à lui d'avoir la parole aujourd'hui. Juste vous dire que pour les personnes en visio, vous ne pourrez pas prendre la parole. Par contre, vous pouvez poser vos questions par écrit sur le fil de discussion et M. Jacquet réunira vos questions et les posera à votre place. Donc, par contre, vous, dans la salle, il n'y a pas de problème, vous pourrez prendre la parole, poser des questions à M. Badré. Vous entendez en visio? Comment je peux le savoir? Oui, d'accord. Ils disent oui? Bon, bah ça va, alors c'est bon. Voilà, donc je vous présente M. Michel Badré, qui est l'ancien président de l'autorité environnementale et qui est maintenant président de la commission orientation du PNGMDR. C'est dur à dire ça. Hein, voilà. Nous l'avons invité ce soir pour qu'il nous parle un peu des déchets, qui nous donne son avis et l'avis de sa commission sur la gouvernance des déchets, qu'il nous donne aussi l'avis de sa commission sur les enjeux transverses, l'éthique, socio-économique, sanitaire, etc. Enfin, en bref, qu'il nous parle des déchets. Donc on va lui donner la parole pendant un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, selon besoin, hein, c'est vous qui le décidez. Et derrière, on fera le jeu des questions-réponses. Ça sera à vous de jouer. Monsieur Badré, je vous laisse la parole pour vous présenter et animer la réunion. Merci beaucoup. Je voudrais juste compléter la présentation en disant qu'à l'origine, j'avais une formation d'ingénieur, pas du tout dans le secteur du nucléaire, plutôt dans le secteur de l'environnement, et j'ai été amené, comme votre président vient de le rappeler, au moment de la création de l'autorité environnementale, dont on a un peu parlé ici à propos du projet de DUP de CIGEO. Donc j'ai présidé cette instance pendant 5 ans, ce qui donne... Vous m'entendez bien ? Ça siffle pas trop, ce qui a donné l'occasion de voir un peu comment se gérait un certain nombre de grands projets, et surtout, et ça je crois que c'est en liaison directe avec ce que vous faites ici au CLIS depuis de nombreuses années, comment s'organisaient les concertations, les débats avec la société, avec les citoyens et les citoyennes que nous sommes tous, sur des grands projets qui, par définition, tous ont des conséquences lourdes ou importantes, en tout cas pour les populations locales. Donc c'est surtout là-dessus que j'ai eu l'occasion de travailler dans le passé. Alors maintenant, pour en venir au projet précis CIGEO, ce que je voudrais rappeler peut-être assez brièvement, et puis on y reviendra au moment des questions, c'est de voir au cours des années récentes qu'est-ce qu'il y a eu justement comme échange, comme débat, comme concertation. Alors je m'excuse d'avance, je vais sans doute enfoncer des portes ouvertes pour certains d'entre vous, peut-être pas pour d'autres. Et puis surtout, il y a une chose dont moi je suis absolument convaincu, c'est que sur CIGEO lui-même et ses implications locales, vous en savez tous beaucoup plus que moi. Donc c'est pas moi qui vais vous apporter la vérité là-dessus, à supposer qu'il y ait une vérité d'ailleurs. Donc moi je vais plutôt essayer de vous dire comment on a travaillé depuis quelques années, enfin au cours des 4 ou 5 dernières années, sur l'avancement de ce projet qui, comme vous le savez, a commencé
il y a très longtemps et peut encore durer pendant une période extrêmement longue. C'est vraiment la particularité principale de ce projet. On en parlait avec Benoît Jacquet en venant. Moi, jusqu'à présent, j'ai vu un certain nombre de grands projets, par exemple le réseau de transport du Grand Paris ou par exemple Lyon-Turin. On dit, mais c'est des projets d'une durée invraisemblable, ça met 25 ans à se réaliser. Quand on parle de CIGEO, on parle plus de 25 ans, on parle plutôt de 130 ou 150 ans. Donc on n'est plus sur la même échelle. Je ne parle pas de la durée de vie des déchets, je parle de la durée de réalisation du projet. Donc c'est vraiment une particularité de ce projet. Et je pense qu'il faut l'avoir bien en tête. C'est ce que je voudrais vous dire en introduction. Moi, c'est une chose qui m'a frappé quand j'ai commencé à être impliqué dans cette affaire. C'est de dire, on est en 2022 maintenant. On explique en lisant les dossiers que le projet il va durer, il va se réaliser peut-être ou peut-être pas, mais s'il se réalise, le temps de faire l'autorisation de création, puis la phase industrielle pilote, puis le chargement, tout ça, ça va nous mener en 2130, 2140, c'est ce qui est dit. Donc 120 ans. Regardons dans le rétroviseur, on est en 2022. Il y a 120 ans, on était, si je compte bien, en 1902. Supposons qu'on est en face de nous, nos prédécesseurs d'il y a 120 ans, et qu'on leur explique de quoi on parle. On parle de déchets nucléaires. C'est quoi des déchets nucléaires? D'où ça vient? À quoi ça correspond? Tous les premiers mots même sont incompréhensibles. Il est assez probable que dans 120 ans, nos successeurs auront peut-être les mêmes réactions par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui. Donc le fait d'avoir en tête que sur un projet de ce genre, on est sur une situation qui est destinée à évoluer lourdement, enfin de façon importante, parce que les connaissances scientifiques changent, parce que les attentes de la société changent, et que tout ça, ça veut dire que le projet tel qu'il se réalisera, s'il se réalise, ça ne sera sûrement pas celui tel qu'on peut le concevoir de façon précise aujourd'hui, parce qu'il y aura un tas d'événements nouveaux qui vont se produire et qu'il faudra intégrer. Donc ça, je crois que c'est vraiment une particularité forte et que si on ne l'a pas en tête, on ne peut pas bien comprendre ce qui se passe. Alors j'en viens maintenant à des choses plus précises sur ce qui a été fait récemment. Certains d'entre vous ont sans doute su ou suivi qu'il y a eu en 2019 un débat public sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Votre président a cité tout à l'heure le sigle PNGMDR, qui est particulièrement mal trouvé parce que quand il faut expliquer à quelqu'un qui n'est pas un spécialiste du sujet qu'on travaille sur le PNGMDR, on a tout de suite un succès d'estime. Donc il y a vraiment un problème de communication avec le public sur des sujets pareils. Mais enfin, peu importe. Là, on parlait de tous les déchets, qu'ils soient à très faible activité ou qu'ils soient à haute ou moyenne activité vie longue, comme CIGEO. Mais on parlait aussi de questions comme l'entreposage des matières radioactives avant usage, comme le classement matières-déchets, enfin un tas de sujets autres que CIGEO. En revanche, il y avait dans ce plan de gestion une famille ou un sujet particulier, évidemment, qui est le sujet des déchets à haute et moyenne activité vie longue, donc qui, lui, comporte CIGEO, mais pas seulement. Il peut y avoir d'autres parties qui relèvent aussi de ces traitements, sans pour autant concerner directement CIGEO. Donc, ce débat public 2019, c'était... Pardon. C'était un débat sur un programme, ce n'était pas un débat sur un projet. Vous avez connu ou entendu parler ou participé, selon le cas, au débat public sur projet de CIGEO en 2013, au débat public antérieur 2006 sur la politique de gestion des déchets. Là, à chaque fois, on était typiquement et précisément sur le sujet déchets à haute et moyenne activité vie longue, alors que nous, le plan de gestion 2019, c'était tout déchet radioactif, toute provenance.
Ce débat a duré assez longtemps parce qu'il y a eu des péripéties complètement extérieures à notre sujet. Il était prévu exactement en même temps que le grand débat national qui a suivi l'épisode des Gilets jaunes. Donc on nous a demandé à ce moment-là de décaler le débat parce qu'on ne pouvait pas faire les deux en même temps. Le résultat a été qu'on a eu 6 mois de plus pour préparer le débat. Sur le moment, on a trouvé ça un peu désagréable parce que c'est toujours pénible d'avoir ces projets qui changent. En fait, ça nous a été très utile parce que ça a permis de mieux le préparer, de rencontrer plus de monde, de discuter, de faire surtout une opération qui a été assez largement utilisée par la suite. Je vous amène juste le produit de sortie qu'on a fait à cette occasion, qui était une note sur un sujet qu'on a appelé la clarification des controverses techniques. On a dit sur ce sujet, quand on va parler à un public non professionnel de déchets nucléaires, on est tout à fait capable de mettre à une tribune un expert de l'ANDRA ou du CEA et puis un autre de Greenpeace ou de Negawatt. On va les mettre à la tribune, ils vont avoir des avis contradictoires et le public va être complètement perdu parce qu'il ne saura plus au bout de 5 minutes de quoi on parle. Donc la première chose qui nous avait semblé nécessaire, c'était d'identifier des questions que pouvait se poser le public non professionnel ou le public professionnel et de voir quels étaient les arguments en présence, sans chercher à dire qui a raison et qui a tort. On en était simplement à dire, il y a des gens qui disent que CIGEO, le stockage géologique en couche profonde, c'est la seule bonne idée pour gérer des déchets à haute activité vie longue. Il y en a d'autres qui disent non, non, pas du tout. C'est une meilleure idée de les garder entreposés en subsurface pendant longtemps pour s'il se passe quelque chose d'ici là. Quels sont les arguments des deux parties en présence? Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce document, qui a été assez largement utilisé après pendant le débat et qui a été reconnu comme permettant pas de calmer le jeu. Il ne s'agit pas de savoir si on est calme ou si on est excité, mais de savoir de façon un peu plus posée que quand il y a des avis contradictoires, ce qui est tout à fait normal, la démocratie, c'est une façon de gérer des avis contradictoires dans la société, sinon il n'y en aurait pas besoin. Quels sont les arguments en présence? Et les gens, ils sont rarement complètement idiots. Quand ils ont pris un point de vue, ils ont en général des raisons de dire qu'un point de vue est meilleur qu'un autre. Quelles sont ces raisons? On les met à plat, on ne tranche pas, on n'arbitre pas là-dedans. Donc ça, c'est ce qui a été fait en 2019. Et puis, donc à l'issue de ce débat, où on a été amené à aborder tous les sujets de gestion sur toutes les filières de traitement de déchets, pratiquement. À l'issue du débat, les organisateurs du débat, excusez-moi, j'ai oublié de dire que je faisais moi-même partie de l'équipe de 8 personnes qui étaient chargées d'organiser le débat. Ça veut dire, là aussi, on n'est pas du tout chargé de prendre position et de dire voilà ce qu'il faut faire sur telle catégorie de déchets. On est chargé de dire qui a dit quoi et en fonction de quels arguments ou quel type de raisonnement ont été exprimés des points de vue et qu'est-ce qu'ont dit les représentants des élus, les représentants de la société qui participaient ou les citoyens individuels qui participaient à ce débat, qu'est-ce qu'ils ont dit. On a résumé tout ça dans un rapport de synthèse, comme ça doit se faire à l'issue de chaque débat public. Et toujours à l'issue de ce débat public, il y a une décision, ça c'est une obligation légale. Le porteur de projet, en l'occurrence ici l'État, porteur du projet de plan de gestion des matières et déchets radioactifs, doit dire ce qu'il a l'intention d'en faire. Et donc il a écouté ce qui a été dit pendant le débat public et il en déduit ce qu'il va faire ensuite. Et là, cette fois-ci, je résume la partie déchets à haute et moyenne activité vie longue, puisqu'on parle ici principalement du projet CIGEO ou de ses alternatives possibles. Dans la décision publiée par le gouvernement en février 2020, il y a 4 ou 5 points, ou un peu plus même, qui ont été cités et qui portent précisément sur ces catégories de déchets.
Le premier point, c'est celui sur lequel il est le plus insisté, porte sur la gouvernance du dispositif. Alors gouvernance, c'est un mot à la mode, tout le monde parle de gouvernance maintenant, mais derrière, il y a quelque chose de tout à fait sérieux et important qui est de dire comment est-ce qu'on prend des décisions sur un sujet comme celui-ci, comment est-ce qu'on va... D'abord, qu'est-ce que c'est que décider sur un projet qui s'étale sur 120 ou 130 ans, comme je le disais tout à l'heure. Il y a toute une série de décisions successives. Vous savez qu'il y a eu récemment, et il y a encore une décision à prendre concernant la DUP. Ensuite, il y aura une décision concernant la décision d'autorisation de création. Ensuite, il y a des décisions de mise en service, partielles ou définitives, tout ça dans l'hypothèse où toutes les décisions s'enchaînent les unes derrière les autres. Donc, comment se prennent ces décisions, par qui, après quelle concertation? Donc, la décision post-débat public de 2019, décision du gouvernement, disait que cette question de gouvernance doit absolument être précisée, beaucoup plus qu'elle ne l'est en ce moment. Ensuite, il y a toute une série de questions précises que je me contente de citer parce que là, on est typiquement dans des sujets que vous connaissez mieux que moi. Il y a un sujet sur réversibilité, ça veut dire quoi? Récupérabilité, ça veut dire quoi? La décision du gouvernement en février 2020 dit effectivement, même si dans le Code de l'environnement, il y a une définition de la réversibilité qui a été donnée par le Parlement et donc qui est écrite dans la loi, c'est pas pour autant que ça répond à toutes les questions. D'ailleurs, la preuve, c'est que des citoyens et des citoyennes, notamment le CLIS de Bure, dit mais ce sujet n'est pas clair, il y a des points qu'il faut préciser sur qu'est-ce qu'on entend par réversibilité, récupérabilité. Ensuite, quels sont les jalons décisionnels? Là aussi, c'est un peu jargonnant dit comme ça. Jalons décisionnels, ça veut dire on va avoir toute une série de décisions échelonnées sur des périodes longues. Comment est-ce qu'elles s'articulent entre elles? Qu'est-ce que c'est qu'une DUP prise en 2022, si elle est prise? Qu'est-ce que c'est qu'une décision d'autorisation de création? Est-ce qu'il y a des marches arrière possibles? Est-ce qu'il y a des alternatives? Comment est-ce que tout ça s'organise? Ensuite, autre point précis dans la décision post-débat public, la phase industrielle pilote. Là aussi, vous savez de quoi il retourne. Donc, c'est la phase qui est prévue après la décision d'autorisation de création et l'autorisation de mise en service si elles sont prises. Il y a une phase, c'est aussi écrit dans la loi, qui dit pendant un certain temps. Pendant un temps, on a dit c'est 10 ans. Ensuite, on a dit on ne sait pas très bien, ce sera peut-être plus, on verra. Donc, il n'y a pas de durée fixée. Mais il y a cette phase industrielle pilote pendant laquelle on va tester un certain nombre de choses. La décision de février 2020 dit qu'est-ce qu'on va tester? Quel est l'objet précis de cette phase industrielle pilote? Comment ça va s'organiser? Et aussi, quels sont les critères qui permettront de dire à la fin que ça y est, on a fait les bons tests, tout est clair, maintenant on peut y aller? Ou bien non, il y a encore des choses pas claires et il faut en faire d'autres. Eh ben, très bien, faisons-les. Mais donc l'objet précis de cette phase industrielle pilote fait partie des sujets qui méritent d'être précisés. Ensuite, j'en suis toujours à la décision post-débat public. Qu'est-ce qu'il faut faire dans les années qui viennent, ou celles où on est en ce moment? Quelles sont les modalités d'association du public? Là aussi, ce n'est pas devant le CLIS qu'il faut expliquer que le public doit être associé dans toutes ses parties prenantes, élus, organisations syndicales, associations, etc. Donc, comment faut-il faire? Qui doit participer à quoi, à quel stade? Ensuite, il y a, depuis le début, depuis qu'on parle du projet CIGEO, on parle aussi des alternatives possibles à ce projet. La décision post-débat public 2020 toujours dit les recherches sur les alternatives au stockage géologique profond doivent être poursuivies, puisqu'il n'y a pas en ce moment de point de non-retour conduisant à dire c'est CIGEO ou rien. Il est écrit que CIGEO est la solution de référence, ça veut dire qu'on travaille dessus, ça ne veut pas dire que les autres solutions, on les oublie.
Et enfin, dernier point, ce n'est pas le plus simple, toujours la décision de février 2020 dit que les coûts, l'évaluation du coût de ce projet doit être précisée. C'est un sujet très compliqué, on y reviendra peut-être dans les questions tout à l'heure. Ce n'est pas du tout simple sur un projet qui s'étend sur plus d'un siècle de savoir par exemple comment on prend en compte une dépense qui surviendra dans 80 ans. Ça suppose d'abord qu'on connaisse à peu près précisément ce qui se fera dans plus de 80 ans, et ça c'est déjà pas très net, et ensuite qu'on sache comment on actualise la dépense, comment on compare un euro payé dans 80 ans à un euro payé aujourd'hui. Tous ceux qui ont trempé dans des calculs financiers savent que ce genre de raisonnement n'est pas totalement trivial. Alors, après cette espèce de plan de travail qui a été énoncé après le débat public, donc en février 2020, l'un des éléments concernant la gouvernance du projet a été de dire que serait instituée une commission dite d'orientation du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Alors vous pouvez vous dire, ah bah oui, ça c'est bien connu, créer une commission c'est une bonne façon d'enterrer tous les problèmes, tout le monde le sait. Ici c'était vraiment autre, ça aurait pu être ça aurait pu aussi être une espèce de champ clos où on allait organiser des bagarres entre des gens qui avaient des avis différents. Si c'était ça, c'était pas forcément très intéressant. Mais ce qui était dit précisément et ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on a tenté de faire au cours de toute l'année 2021, c'était de dire que cette commission devait apporter à l'État, au ministère de la Transition écologique, Direction générale énergie-climat, donc les porteurs du PNG-MDR, cette commission réunissant toutes les parties prenantes, les producteurs de déchets, EDF, Orano, CEA, les représentants des associations plutôt antinucléaires, des représentants des élus, l'ANCLI, le CLIS de Bure et d'autres parties prenantes, j'en oublie. Donc l'idée était de réunir tout ce monde-là et de prendre sur tous les sujets du plan, on les prend un par un, sur les déchets à très faible activité, qu'est-ce qu'il y a à dire, sur les déchets à haute activité vie longue, qu'est-ce qu'il y a à dire, sur la gouvernance, qu'est-ce qu'il y a à dire, sur ce qu'on a appelé, d'un terme pas très heureux, les enjeux transverses, c'est-à-dire les impacts sur la santé, sur l'environnement, sur les transports, toutes ces questions. Qu'est-ce que ces parties prenantes réunies ont à dire de concret qu'il faut intégrer dans le plan? Donc, il était dit dans la gouvernance, dans la décision concernant la gouvernance, que cette commission orientation, donc, qui avait sa seule responsabilité, c'était de donner des avis au ministère de la Transition écologique. Ce n'était pas de décider à sa place. Moi, je sais par expérience que souvent, c'est pas mal et c'est pas du tout inutile d'avoir des gens qui donnent des avis à condition de respecter quelques règles. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de couper mon téléphone, mais ça va être fait tout de suite. Voilà, cette fois-ci, ça ne reviendra plus. Oui, donc une commission qui ne donne que des avis, elle peut être utile à deux conditions qu'on est arrivé à assez bien remplir, je crois, pendant cette période. La première, c'est que ces avis soient vraiment collégiaux, c'est-à-dire que ça n'est pas trois personnes qui se réunissent dans un coin et qui font ensuite avaler le résultat de leur cogitation aux autres. Si c'est ça, ça ne sert pas à grand-chose. Et la deuxième condition, c'est que ça soit public, c'est-à-dire que les avis sont aussitôt mis à la disposition de tous ceux qui veulent et pas simplement transmis confidentiellement à un service du ministère qui en fera ce qu'il voudra après. Si c'est fait comme ça, ça veut dire par exemple que n'importe quel acteur de la société, qu'il soit partisan ou opposant au projet, peut s'en servir, peut le contester publiquement. Ça veut dire qu'on accepte les critiques, ça veut dire aussi qu'on réfléchit avant de parler, si on accepte les critiques, parce qu'on peut se faire critiquer si on dit des choses qui ne sont pas fondées, donc ça oblige à avoir des argumentations à peu près solides. Cette commission donc, a fonctionné pendant l'année 2021
Les conditions pratiques, vous les avez connues, vous aussi, et dans toutes vos activités sûrement. Ce n'était pas l'année la plus simple parce qu'on a fait 15 réunions en visio à 50 personnes, avec des partisans et des opposants parfois assez énergiques, des questions traitées. Donc quelquefois, c'était un peu, on sort un peu avec une grosse tête. Mais ça n'empêche que ça a globalement très bien marché. Il y en a un ou deux peut-être parmi vous qui ont suivi les travaux. Il y a au moins Benoît Jacquet qui en a suivi la quasi-totalité. Dans l'ensemble, à part quelques brèves périodes où le temps est un peu monté, dans l'ensemble, il y a eu vraiment un travail de fond qui a été fait et qui s'est traduit en tout par 9 avis. Alors, ce n'est pas un avis du style favorable ou défavorable. Un avis, c'est un document d'une trentaine de pages dans lequel on dit, sur les déchets HAMAVL, je vais revenir là-dessus dans un instant, voilà ce qu'on a à dire, et puis on développe ça en prenant tous les sujets. Tous ces avis sont publics, je crois, d'après ce que m'a dit M. Jacquet tout à l'heure, qui vous a donné le lien qui permet de les consulter. Donc le mieux, ce sera que vous alliez les regarder en détail si vous voulez. Mais comme je le disais à l'instant, c'était très important pour nous que ces avis soient publics. S'ils n'avaient pas été publics, ça ne servait pas à grand-chose, nous semble-t-il. Alors moi-même, j'avais été chargé de présider cette commission. J'ai trouvé ça très intéressant, bien que, comme je l'ai signalé tout à l'heure en me présentant, j'étais sûrement pas et de loin le plus qualifié sur les sujets dont on parlait. Mais ça fait rien, ça permet, enfin si, ça aurait sans doute été mieux si j'avais été plus qualifié, mais ça permet quand même de bien voir comment justement peut s'organiser une discussion constructive sur des sujets difficiles et à conséquences lourdes. Alors, là aussi, si vous avez envie de voir tous nos avis, je vous le recommande vivement, allez-y, lisez-les, mais ça serait un peu long. Je vais juste vous résumer quelques points et je m'arrêterai peu après, qui figuraient dans l'avis de la commission orientation sur les déchets HAMAVL. Je répète, ce n'était pas un avis sur CIGEO, c'était un avis sur les déchets à haute et moyenne activité vie longue. Ce n'est pas exactement pareil, même s'il y a une zone de recouvrement relativement importante. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans cet avis? Je vous fais un résumé très bref, mais je vous renvoie au texte lui-même si vous avez envie d'en faire plus. D'en savoir plus, le premier point, comme souvent, et là pour le coup c'était intéressant d'avoir de très bons experts dans notre commission, c'est qu'il y avait des points à clarifier en matière d'inventaire, savoir exactement de quoi on parle quand on dit qu'on veut faire un centre de stockage géologique pour mettre des déchets à haute activité ou haute et moyenne. C'est quoi les volumes? Il faut combien de places? Ça va se passer quand? Comment? Quel va être le calendrier? Enfin, il y a un tas de points techniques qui se posent, je dirais, presque indépendamment du fait que le sujet en soi est complexe et controversé. Mais comme dans n'importe quel projet, il y a des questions de dimensionnement. Il faut savoir de quoi on parle et quel va être le calendrier d'alimentation et des choses de ce genre. Donc on a dit là-dessus que malgré tout ce qui existait, malgré les inventaires de l'ANDRA publiés et mis à jour régulièrement, dont personne ne contestait le bien fondé, ce n'était pas ça le sujet, que malgré cela, il y avait des questions posées sur ce qui devait vraiment aller dans ce centre géologique, dans ce site géologique. Par exemple, je vous cite un sujet dont vous avez très probablement entendu parler, beaucoup d'entre vous. Il y a un sujet très sensible qui concerne ce qu'on appelle les déchets bitumés, c'est-à-dire des catégories de déchets radioactifs à moyenne activité, mais qui ont été, pour des raisons diverses, la principale étant que c'est des effluents liquides à l'origine, qui ont été traités ou conditionnés dans
des fûts mélangés à du goudron, du bitume, et le fait de savoir si ces déchets pouvaient être stockés dans CIGEO, si CIGEO se fait, ou si les risques d'incendie spontané ou les risques accidentels sont trop élevés, est un sujet qui n'est pas tranché à ce jour. L'ASN a réservé sa position là-dessus, l'IASN aussi. Donc rien que ce point-là nécessite par exemple d'être précisé pour savoir en quoi consiste exactement le projet dont on parle. Deuxième point, et là aussi on s'est calqué d'assez près sur la décision gouvernementale de février 2020 qui posait cette question, donc sur la réversibilité et la récupérabilité. Dans notre avis, je signale d'ailleurs, si vous allez chercher notre avis, vous verrez qu'on a annexé à cet avis HAMAVL, on a mis en annexe une note qui nous était fournie par le CLIS de Bure et qui expliquait pourquoi il nous disait que réversibilité et récupérabilité, c'était pas si net que ça, sachant qu'on recouvre deux idées. Une idée qui est de dire qu'il faut savoir si on aura à tout moment, et dès que je dis à tout moment, ça veut dire à tout moment jusqu'à quand tout sera fermé, enterré, plus d'accès, plus rien, c'est fini. Mais avant, pendant toute la période de chargement, quelles sont les possibilités réelles de passer à un choix alternatif? Ce que je disais tout à l'heure, les 120 ans passés montrent assez bien que très probablement pendant les 120 ans futurs, il va y avoir des éléments nouveaux qui vont conduire peut-être à changer complètement son fusil d'épaule. Quand on parle le sujet de la réversibilité, il est bien là. Qu'est-ce qu'on aura comme possibilité de dire, tiens, ben non, finalement, maintenant, il y a un élément complètement nouveau qui permet de dire qu'on peut faire autre chose. Est-ce qu'on n'est pas trop engagé? Est-ce qu'on a une possibilité de faire marche arrière ou de choisir une autre voie? Le sujet de la réversibilité, c'est celui-là. Le sujet de la récupérabilité, c'est de dire, je mets des colis dans des galeries au fond de CIGEO, si pour n'importe quelle raison, un incident technique, un incendie spontané, comme ça s'est produit ici ou là dans des centres de stockage de déchets non radioactifs. S'il faut intervenir, est-ce qu'on est capable de le faire? Donc ça, c'est un problème plus directement logistique, si je peux dire, enfin, ou d'organisation matérielle du stockage. C'est pas la même question que la précédente, qui était de dire, est-ce qu'on peut changer d'orientation complète? Mais ces deux sujets, évidemment, sont liés. Et donc, le sujet qui doit être clarifié pendant la période du prochain plan, et c'était à peu près, me semble-t-il, la question posée par vous, enfin par le CLIS de Bure, quand vous disiez, mais c'est pas parce qu'il y a 3 lignes dans le Code de l'environnement qui disent exactement ce que veut dire réversibilité, c'est pas pour autant que le problème est résolu. Ensuite, point suivant, concernant les concertations ou l'association des parties prenantes aux décisions prises, là-dessus, on a cherché, parce qu'on était parti de l'idée qu'on est sur un projet complexe par nature. Hein. Il y a un tas de questions posées, de toutes sortes, des questions techniques, des questions de relations politiques ou démocratiques. Tout ça se mélange. Et si à chaque fois qu'on crée une nouvelle commission, on remet une couche supplémentaire de décisions ou de questions posées, on arrive rapidement à un fatras complètement incompréhensible. Sur la question des concertations, on s'est contenté de faire le coucou et d'aller regarder ce qu'avaient fait les autres, surtout que ce qu'avaient fait les autres, ça nous avait paru très bien. Quand je parle des autres, je parle précisément du HCTISN, autre sigle à peu près aussi barbare que PNGMDR, mais beaucoup d'entre vous doivent savoir que le HCTISN, c'est le Haut Conseil... je vais arriver à me tromper, à la transparence et à l'information sur la sûreté nucléaire. Et ce HCTISN, qui a été créé, sauf erreur de ma part, après dans la loi de 2006,
ce Haut Conseil a pris en 2020, en septembre 2020, a produit un avis sur les concertations à mener sur le projet CIGEO. Et cet avis avait été produit à la demande de l'ANDRA, d'ailleurs, c'est l'ANDRA qui avait fait la démarche, et le HCTISN a produit un avis très détaillé avec des principes de transparence et d'association de toutes les parties prenantes, enfin des choses relativement générales, et puis des recommandations précises. Il y en a 7 en tout. Je vous cite juste la première qui est très parlante et sûrement très importante, qui est de dire qu'il faudra avoir un portail d'accès informatique qui regroupe toutes les données disponibles sur ce sujet de la gestion des déchets à haute activité vie longue et sur CIGEO en particulier, pour que n'importe quel citoyen, vous et moi, si on a envie à une date donnée de savoir où on en est, qu'est-ce qu'il y a eu comme étude sur, je ne sais pas quoi, les déchets bitumés dont je parlais il y a 5 minutes, où en est-on? Est-ce que la SN s'est prononcée? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'on puisse trouver facilement, sans être obligé d'aller fouiller dans 50 sites internet différents et pas forcément bien coordonnés. Donc trouver des réponses à ce genre de questions. Ils ont dit aussi, et là aussi je crois que ça rejoint une recommandation de votre CLIS, ils ont dit aussi qu'avoir un panel de citoyens qu'on consulte régulièrement et qui est capable de donner des avis de non-professionnels sur des questions de ce genre, que c'est aussi une bonne idée et qu'on pourrait développer ce genre de méthode. Donc nous, au lieu de refaire entre nous un deuxième avis sur l'optimum des concertations sur CIGEO, on a relu, on a discuté au sein de la commission et il y a eu un consensus absolument général sur le fait que ces recommandations étaient très bien faites et qu'il n'était pas nécessaire d'en faire d'autres. Donc on a recommandé fortement à l'État d'appliquer ces recommandations du HCTISN. Et par ailleurs, le HCTISN lui-même avait proposé dans cet avis de mettre en place un groupe de suivi sur les concertations qui seraient faites sur CIGEO, c'est-à-dire ils ne s'étaient pas contentés de dire voilà ce qui serait bien, il faudrait faire ça. Ils avaient dit en plus, et puis pour être sûr que vous allez le faire, vous État, vous Andra, vous les uns et les autres, on va mettre en place un groupe de suivi qui va être chargé en se réunissant tous les 4 fois par an, c'était écrit dans l'avis, regarder si les choses avancent régulièrement, si tout se passe bien, s'il n'y a pas des trous, des sujets qu'on a laissés tomber en route. Donc ce groupe de suivi dont la composition était définie dans l'avis du HCTISN a été mis en place. Il avait eu une première réunion à l'automne dernier sous une forme provisoire et il a eu une deuxième réunion qui était en fait la mise en place définitive au début de ce mois-ci, le 3 ou le 4 février 2022. Donc ça, c'est de l'actualité toute fraîche. Et son travail étant, à partir des recommandations sur l'association du public aux préparations des décisions concernant CIGEO, de voir principalement pendant la période d'instruction du dossier d'autorisation de création de CIGEO, donc pendant les quelques années qui viennent, 3 ou 4 ou 5, j'en sais rien, quelque chose comme ça qu'on a devant nous, de voir si toutes les recommandations faites sur l'association du public sont bien couvertes. Là aussi, j'ai en mémoire que le CLIS de Bure avait recommandé aussi que cette période de 3 ou 4 ans ou 5, j'en sais rien, pendant l'instruction de la demande d'autorisation de création, soit mise à profit pour tester de nouvelles méthodes d'association du public, en particulier avec l'IRSN, qui a travaillé déjà sur des sujets de ce genre au cours des années passées. Donc voilà le type de questions que ce groupe de suivi sur lequel il devrait travailler. Là aussi, moi j'ai accepté
à la fois avec quelques complexes, parce qu'à force de traiter de sujets dont on se dit que tous les autres qu'on a en face de nous sont beaucoup plus forts que soi, on finit par se sentir un peu mal. Mais en même temps, je me suis dit que c'était vraiment intéressant d'avoir ce type d'outil de suivi, de ne pas se contenter de dire je recommande, d'aller en même temps au résultat et de dire est-ce que nos recommandations ont servi à quelque chose, que c'était pas mal. Donc on m'a demandé aussi d'être l'animateur de ce groupe de suivi dont la composition ressemble beaucoup à celle de la commission d'orientation. Ce n'est pas exactement la même, mais elle ressemble beaucoup. Et donc ça, c'est le travail qu'on va avoir devant nous dans les mois ou les proches années qui viennent. Je termine, pour ne pas être trop long, en disant que, à part, donc en dehors de ces questions d'inventaire, réversibilité, récupérabilité, charte de bonnes pratiques concernant les concertations avec le public, les modalités de participation, etc., dans d'autres avis de la commission orientation que l'avis HAMAVL, il y a des sujets qui concernent aussi CIGEO. Il y a notamment, on a fait un avis transversal, donc portant sur toutes les catégories de déchets, à propos de la gouvernance, dans lequel on a fait un développement sur un sujet qui était apparu sensible dans notre commission, qui était l'articulation entre l'expertise institutionnelle et l'expertise non institutionnelle. Je m'explique, l'expertise institutionnelle, on comprend tout de suite que l'IRSN ou le CEA ou l'ANDRA, ils ont leurs experts, c'est normal, c'est leur boulot, qui sur n'importe quel sujet est capable de produire des réponses aux questions posées de façon à ce qu'on ne s'embarque pas sur des sujets ou des méthodes pas du tout validées. Mais il y a aussi ce qu'on a appelé de l'expertise non institutionnelle, donc des gens qui, par leur expérience passée ou par ce qu'ils ont vu dans leur passé professionnel ou dans n'importe quelle structure, sont capables de participer à la discussion et de ne pas dire que les experts, on les laisse entre eux et puis ils vont nous dire ce qui est bien. Moi, je vous ai dit que j'avais une formation d'ingénieur au départ. Ça ne m'empêche pas de dire que la technocratie, ce n'est pas terrible. Qu'est-ce que c'est que la technocratie? C'est un truc dans lequel on laisse les experts techniciens décider à la place des autres. Il y a un moment où il faut dire que non, les experts techniciens, ils ont beaucoup de choses à dire sur le sujet. Sur un sujet comme celui-ci, c'est évident. Mais ce n'est pas eux qui peuvent décider seuls parce qu'il y a des aspects sociaux, il y a des aspects économiques, il y a des aspects d'impact sur la vie des gens sur place. Et tout ça, ça compte et ça doit être intégré. Et donc l'articulation entre expertise institutionnelle et expertise non institutionnelle, elle suppose qu'on fasse travailler ensemble ces deux catégories. On a abordé aussi la question de la place de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est l'un des points où on a rendu un avis dès le débat public, puis dans la commission d'orientation, et cet avis a été suivi, ça s'est déjà fait. Précédemment, l'autorité de sûreté nucléaire était porteur conjointement avec l'État du plan de gestion. Et nous, on l'avait dit dès le débat public, que ça nous semblait malsain, qu'une autorité de sûreté indépendante, elle doit pouvoir juger, même de façon critique, c'est son boulot, des choses qui sont faites par l'État ou par le porteur du plan de gestion. Et si elle est elle-même co-porteur du plan de gestion, elle ne va jamais dire que ce plan n'est pas bien. Donc c'est ça qui nous avait amené à dire dès le début qu'il fallait que l'ASN soit sortie de la maîtrise d'ouvrage du plan de gestion. Alors on a constaté avec satisfaction qu'on n'était pas les seuls à le dire, que en particulier l'AIEA, l'Agence internationale de gestion l'Agence internationale de l'énergie atomique, avait dit la même chose. Elle avait dit que ce n'était pas possible qu'une autorité de contrôle soit la même que l'autorité décisionnelle sur un sujet pareil. L'ASN a accepté ce point de vue. Ils ont un peu tordu le nez au début. Je me rappelle d'une séance où il y avait l'une des 5 commissaires de l'ASN qui était assise au premier rang, et quand on avait parlé de ça, vous voyez très bien que ça la faisait un peu réfléchir. Mais ils ont finalement accepté eux-mêmes. Ils ont même été demandeurs finalement. Et donc là, la décision a été prise. Maintenant, l'ASN est bien dans sa position de contrôle
répondre aux besoins critiques, ce qui n'est pas la même chose que d'être porteur de projet. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là sur les points précis qu'on avait cités dans ces différents avis de la Commission. Mais bien entendu, je suis à votre disposition pour essayer de répondre à vos questions si vous en avez. Merci, Monsieur Badré. Donc, je vais, moi, maintenant passer la parole à la salle. Puis ensuite, il y a plus de 60 personnes qui sont en visio. Donc, je pense que sur le fil de conversation, il va y avoir des questions qui vont tomber après. Mais on verra une fois que la salle se sera exprimée. Je vous demanderai simplement, quand vous prenez ou demandez à prendre la parole, de vous présenter, bien sûr, et puis après de poser vos questions ou de faire une réflexion. C'est Sandrine qui va vous passer le micro. Allez, levez la main. Il faut que quelqu'un démarre. Allez-y, allez-y. C'est la première question qui compte. Ouais. Après, ça va aller. Personne ? Si. Ah, Madame François. Corinne François pour le collectif Burstop 55. Vous avez parlé des autres solutions. Oh, je crois que je vais l'enlever parce que là... Vous avez parlé des solutions alternatives. Alors effectivement, je trouve ça un peu surprenant parce que jusqu'alors, quand on lit tous les rapports, CIGEO c'est la voie de référence. Donc le fait de parler de solutions alternatives, de voies alternatives, qui a pouvoir de relancer de la recherche là-dessus, c'est-à-dire où sont les crédits pour repartir, par exemple, sur la recherche sur la subsurface. Qui décide ça ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est un décret ? Est-ce que c'est une loi ? Parce que ça ouvre quand même des perspectives, mais comment on met ça en œuvre ? Et est-ce que vous avez un pouvoir de décision par rapport à ça ? Enfin, un pouvoir de contrainte. Je commence par la fin de votre question. La réponse est non, on n'a pas de pouvoir de décision ni de contrainte, mais c'est ce que j'ai dit à un moment dans mon topo tout à l'heure. Même des instances purement consultatives qui donnent des avis, par définition un avis, celui à qui on le donne, il a le droit de ne pas le suivre. Ça, c'est un fait. Mais si cet avis a respecté des règles que j'ai rappelées tout à l'heure, de collégialité suffisamment large et de publicité, ça a du poids, parce que ça veut dire, par exemple, que les décisions de la puissance publique, quand elles sont prises après, elles peuvent être contestées, y compris devant des tribunaux. La démocratie, ça marche comme ça aussi, hein, c'est qu'il y a des pouvoirs de recours. Alors, les recours, quelquefois ça aboutit, d'autres fois ça aboutit pas, mais tout ça fait partie du fonctionnement démocratique. Donc, j'ai commencé par la fin de votre question. Réponse, non, on n'a aucun pouvoir de contraindre l'État à dire il faut mettre plus d'argent sur les recherches sur la transmutation ou sur l'entreposage de longue durée, mais ça je vais y venir parce que sur l'entreposage de longue durée c'est plus simple, me semble-t-il. Ce qui a été dit, ça date du débat public, ça date pas des avis de la commission d'orientation. Dans le débat public, la commission particulière du débat public à laquelle j'appartenais, mais on était 8, hein, je ne tire pas de gloire personnelle de l'exercice, c'est nous qui avons dit, alors que ça n'était pas dans le dossier initial présenté par l'État, c'est nous qui avons dit on ne peut pas faire un débat public sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs dans lequel il y a un gros morceau qui porte sur les déchets HAMAVL en disant que sur les déchets HAMAVL, il y a une seule solution, c'est CIGEO. Ce n'est pas parce que la loi a dit que CIGEO était la solution de référence, elle n'a pas dit que c'était la solution décidée, née variéture. Et de toute façon, si elle l'avait dit, le raisonnement que j'évoquais tout à l'heure en disant « mais attendez, on est en 2022, vous ne pensez pas qu'en 2062, il y en a parmi nos successeurs qui vont dire « mais pourquoi est-ce qu'ils ont
pas penser qu'il y a un procédé technique complètement nouveau qui dit que tout ça, ça ne tient pas. Donc de toute façon, ces solutions alternatives, elles font partie du débat et elles feront toujours partie du débat, même si la décision d'autorisation de création est prise en 2026 ou 2028, j'en sais rien, même si la phase industrielle pilote se déroule très bien et aboutit à tous les résultats prévus, même s'il y a ensuite un vote du Parlement en 2050 ou par là disant que la FIPIL a été concluante et qu'on peut passer à l'autorisation de mise en service définitive du centre. Ce n'est pas pour autant qu'en 2090, il n'y aura pas tout d'un coup une alternative nouvelle qui se présentera. Je l'ai dit tout à l'heure, il suffit de regarder ce qui s'est passé depuis 120 ans pour se dire que c'est hautement probable que ce changement de paysage existe. Donc c'est ça qui nous conduit à dire que de toute façon, les alternatives, elles font partie du sujet. En ce moment, on est capable de dire qu'il n'y a pas une solution qui est CIGEO, il y a 3 solutions. C'est ce qu'on a écrit dans ce document sur la clarification des controverses. Et ce document a été validé par tous les partenaires, aussi bien CEA, Andra, CEA, EDF, Orano, que les opposants. On a dit qu'il y a 3 solutions. Il y a une solution CIGEO, une solution entreposage de longue durée dans l'attente de solutions alternatives de stockage définitif qui apparaîtraient meilleures, et une solution recherche sur la transmutation. La question que vous posez, les moyens qu'on met, elle est surtout sur la 3e solution. Parce que sur les recherches sur la transmutation, effectivement, on peut mettre beaucoup d'argent et beaucoup de chercheurs et faire plus accélérer les choses, ou bien on peut dire, ah bah oui, c'est une solution intéressante, mais de toute façon, ça ne va pas aboutir, donc on n'y met pas d'argent. Donc là-dessus, il y a bien une décision de politique publique d'investissement sur ces recherches. En revanche, sur l'entreposage de longue durée, vous verrez ce qu'on a écrit dans le document de clarification des controverses, et là aussi, ça a été validé en particulier par l'IRSN, avec qui on avait discuté de ça assez longuement. C'est que l'entreposage de longue durée, il pose des questions qui existent déjà actuellement, même avec la solution CIGEO, à savoir que si on entrepose pendant très longtemps des déchets simplement parce que CIGEO, il faut du temps pour le faire, le conditionnement, les fûts, les systèmes de colis risquent de se dégrader, et donc il y a de toute façon des questions d'entretien durable de cet entreposage qu'il faut régler. Mais ça, dans tous les cas de figure, il faut le faire. Ensuite, dire qu'on va entreposer pendant 3 périodes de 50 ou 60 ans au lieu d'entreposer pendant une période de 50 ou 60 ans, ça ne nécessite pas, et tous les participants au débat l'ont dit, ça ne nécessite pas de travaux de recherche extraordinairement nouveaux. A priori, c'est une technique qu'on maîtrise. En revanche, il y aura des dépenses, le moment venu, pour entretenir ces entreposages, ça c'est vrai. Donc voilà, tout ça, on l'a mis sur la table en disant ces 3 décisions existent. Maintenant, on ne peut pas non plus attendre indéfiniment et ne rien faire au motif qu'il y a plusieurs choix possibles. Il y a aussi des questions sur lesquelles les décisions doivent être prises. Écoutez, si je peux me permettre, je trouve que c'est une position qui est très surprenante et qui est quand même extrêmement surprenante. Soit la loi Bataille, il y a 3 voies, on met les mêmes moyens sur les 3 voies depuis 91 et après on décide, soit on voit ce que va en retenir l'histoire, c'est que la loi Bataille, c'est 13 articles sur 15 qui sont consacrés au stockage géologique, donc ça donne quand même une orientation. C'est un travail très intense par M. Bataille qui a quand même été très très actif dans tout le processus qui mène à CIGEO et qui à un moment donné, dans les années 2000, a dit l'entreposage ne sera jamais une solution, tenez-vous-le pour dit, ce sera une voie, comment on appelle ça, en attente, une voie d'attente. Donc aujourd'hui, tous les moyens sont mis sur le stockage géologique. Il n'y a aucun autre moyen qui soit mis sur d'autres voies. La loi de 2006 puis de 2016 entérine véritablement le stockage géologique. Donc excusez-moi, mais je ne vois pas trop bien ce que vous venez faire. Enfin, pourquoi vous venez dire aujourd'hui qu'il y a 3 voies et qu'il faut remettre des... Alors soit on dit, on tape du poing sur la table, on dit on arrête CIGEO, on étudie
Ce que nous demandons, nous les opposants, depuis quand même une paire d'années, notamment, c'est ce qui était la conclusion du débat public de 2005, c'est on essaye d'étudier la voie du stockage en surface, en subsurface, et après seulement on décide. Là, vous venez nous dire ça, alors qu'il y a la DUP qui en attend, qui risque de tomber, et la DAC, l'ANDRA, travaille sur une DAC, non pas sur des alternatives, sur un stockage soit profond, soit en surface, mais bien sur un stockage profond. Donc, alors c'est peut-être très personnel, mais je ne comprends pas bien pourquoi vous venez nous dire aujourd'hui qu'il y a ces trois voies-là qui existent. Est-ce que c'est pour rassurer une population qui commence à baliser? Est-ce que c'est pour... pourquoi? Voilà. Ou alors je ne vous ai pas bien compris. Je ne sais pas. Ce qu'il y a de possible, c'est que je ne me sois pas expliqué clairement sur un point précis au moins, qui est celui du débat public. Qu'est-ce qui a été dit pendant le débat public et qu'est-ce qui a été fait à la fin? Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas participé à un débat public, ça peut être quelque chose d'un peu difficile à comprendre. Et je dois dire que moi-même, au début, j'avais un peu de mal à comprendre la démarche, parce qu'on arrive tous avec nos idées dans un débat, et les idées qu'on a, c'est pas celles des autres. Le but du débat public, c'est de dire qu'est-ce que dit la société et comment on le confronte à ce que disent les experts. Et là, c'est précisément ce qu'on a fait. Je vous renvoie, je vous conseille vivement d'aller le lire, parce que ça sera sans doute plus précis que ce que je vous ai dit oralement en 5 minutes. Dans le document de clarification des controverses que je vous montrais tout à l'heure, il y avait une question précise qui était assez proche de celle que vous venez de poser. Donc je vais la lire exactement pour ne pas pas me tromper. Il y avait 7 questions en tout, et la 7e, c'était les alternatives au stockage géologique profond. Cette question, elle n'est pas venue de nous, elle est venue de la discussion entre les experts qui participaient au sujet. Pendant le débat public, il a bien été dit, il y a 3 options et pas une. C'est pas moi qui l'ai dit ce soir, ni la commission d'orientation l'année dernière. C'est pendant le débat public et dans sa conclusion où il a été dit, il y a un projet CIGEO, il y a eu une loi bataille, le CIGEO est défini, je crois, je suis même à peu près sûr, comme étant la solution de référence choisie. Ça veut dire que l'ANDRA, établissement public de l'État, chargé d'appliquer les décisions de l'État, est chargé de faire avancer un projet. L'ANDRA fait son métier qui est de faire avancer ce projet. Ça n'empêche pas que les autres solutions sont abandonnées. Je vous recommande aussi d'aller lire la décision de février 2020 de l'État, pas de notre commission d'orientation. Là, on n'est pas dans une fonction consultative. C'est bien la décision de l'État de dire que les solutions alternatives à CIGEO, les deux, entreposage en subsurface de longue durée et recherche sur la transmutation, doivent être poursuivies. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose. Mais ça n'empêche pas que la solution de référence existe et que l'ANDRA doit la faire avancer, parce que si on se contente de dire il y a d'autres solutions, donc on ne va rien faire et on va attendre, il y a bien un moment où on va dire mais attendez, ça ne va pas du tout cette affaire. Mais à quel moment l'État a dit récemment qu'il fallait ne pas abandonner les 2 autres voies? Est-ce que c'est par l'intermédiaire de Mme Pompili ou... Non. Est-ce que vous avez une référence parce que ça peut intéresser? Oui, tout à fait. Je dois même l'avoir. Si c'est une décision, c'est intéressant. Je dois même l'avoir sur mon ordinateur. C'est la décision gouvernementale de février 2020 faisant suite au débat public sur le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Excusez-moi, ça va me demander 2 minutes de la retrouver, mais je peux vous la donner en fin de séance si vous voulez. Mais elle est publique, cette décision. Alors l'État, c'est un ministère, c'est pas l'État. Non, c'est une décision du gouvernement publiée au journal officiel. Donc c'est pas simplement une déclaration de Mme Pompili ou de n'importe quel ministre au jour J devant un journaliste. C'est une décision publiée au journal officiel faisant suite au débat public PNGMDR et qui dit, entre autres choses, que les alternatives au stockage géologique doivent être l'étude des alternatives doit être poursuivie dans les temps qui viennent. Il ne dit pas du tout c'est CIGEO, point final. Ça, c'est dans la décision. Si ça a été diffusé, me dit-on, Madame François. C'était une décision conjointe ASN et... Voilà. Puisqu'à l'époque, l'ASN était encore
ASN et qui? Voilà. D'autres questions dans la salle? Sinon, on passe à une question sur le fil de discussion. Vous avez quelque chose? Oui, vas-y. Donc, bonjour, Damien Thiriot, donc maire d'un petit village à côté, conseiller départemental de Haute-Marne. Et accessoirement, un de vos anciens collaborateurs à l'Office national des forêts, M. Badré. Voilà. Simplement, l'intervention de Mme François, elle me fait penser que chacun peut analyser les choses selon le prisme qu'il a, enfin, en fait, en fonction de ses accointances, de ses connaissances et de sa situation. Moi, j'ai juste abordé un petit sujet collatéral par rapport au PNG MDR. Ça concerne, puisqu'on a la chance d'avoir le président de l'AE auprès de nous, c'est dans vos propos liminaires, vous avez souvent souligné, M. Badré, la temporalité particulière du projet CIGEO. Hein, vous l'avez dit dans vos propos liminaires et vous l'avez répété à plusieurs reprises. Et qui, pour moi, est un sujet quand même fondamental. C'est vraiment la clé, c'est-à-dire que ça nous incite à avoir beaucoup d'humilité. Qu'est-ce qui se passera dans 50 ans, dans 60 ans, dans 120 ans, dans 130 ans? Et à ce titre, j'ai été audité par vos services, par l'autorité environnementale en tant qu'élu, sur la DUP. Donc, ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais il y a quand même vraiment des liens. Et j'ai fortement ressenti une orientation des auditeurs pour nous faire, entre guillemets, nous inciter à évoquer un périmètre de sécurité, une zone que l'on laisserait, on va dire, sans aucune activité humaine. D'ailleurs, le rapport de l'AE, hein, dans le cadre de la DUP, utilise un anglicisme et parle même il cite même un no man's land. Et là, aujourd'hui, vous, Président, je vous pose la question parce que j'étais un petit peu surpris. Donc moi, j'ai ce habitant du territoire, vivant à côté. On était très interpellés, pour ne pas dire choqués, par rapport à cet avis qui était rendu. Et je voulais savoir, puisque je pense que c'est vous qui avez dû tuteler un petit peu le rapport en partie... Mais nous, on était surpris, on ne comprend pas forcément, habitants du territoire, comment l'AE a pu avoir une orientation aussi particulière sur le territoire proche d'éventuelles installations du projet CIGEO. Oui, merci. Je voudrais d'abord préciser un point, c'est que je n'ai en rien tutélé, comme vous dites, l'avis de l'AE. Je ne suis plus membre de l'AE depuis 2014. Je l'ai présidé pendant ces 5 premières années d'existence, mais depuis, je l'ai quitté. Et on fait très attention dans ces cas-là à ne pas venir embêter les gens qui vous succèdent en disant ce qu'ils devraient dire. Cela dit, j'ai lu très attentivement cet avis que j'ai trouvé intéressant, mais qui amène sur la question que vous posez, à soulever un point qu'on a évoqué en commission orientation et sur lequel on a travaillé un bon moment. 2 remarques. La première, il y a une question de temporalité du projet, il y a aussi une question de complexité de procédure elle-même. Vous savez tous, et vous venez de le rappeler, qu'il y a une procédure de DUP, déclaration d'utilité publique, qui est en fait, si je peux dire, une décision d'urbanisme qui permet en particulier à l'ANDRA, si la DUP est prononcée, je ne sais pas si ça sera le cas ou pas, enfin à ma connaissance à ce jour, ce n'est pas encore le cas, mais si la DUP est prononcée, ça permet à l'ANDRA d'exproprier, de demander l'expropriation de terrain dont on a besoin pour faire son chantier, mais ça n'est pas la décision d'autorisation de création du centre. Donc c'est pas parce qu'il y a une DUP, si elle est prise, qu'on peut dire, ben voilà, maintenant tout est décidé, il n'y a plus qu'à faire et il n'y a plus de discussion. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, et c'est la question sensible que vous posez, c'est de dire, mais la population locale, qu'est-ce qu'elle en pense ?
Et là-dessus, j'y suis passé trop rapidement tout à l'heure dans ma présentation, dans les différents avis de la commission orientation. On a eu une discussion sur ce point très sensible de l'articulation. Quand on parle d'intérêt général, l'intérêt général tel qu'il est conçu au niveau national et puis tel qu'il est conçu au niveau local, c'est pas le même. Et il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. C'est deux conceptions différentes qu'il faut arriver à articuler. Je m'explique, surtout sur un projet comme CIGEO. En ce moment, si CIGEO doit se faire, on en a besoin d'un, on n'en a pas besoin de 10. Alors je n'entre pas dans le débat qui n'est pas celui du jour, qui est de savoir si on va relancer d'autres tranches nucléaires et si du coup il faudra d'autres CIGEO plus tard. Mais je reste dans la situation actuelle où le raisonnement est de dire on a un parc nucléaire qui existe, qui produit des déchets à haute activité vie longue, on a calibré tout ça, on a dimensionné les choses et on en déduit qu'on a besoin d'un centre de stockage géologique profond. Il y a eu des démarches, vous le savez mieux que moi, à partir de plusieurs hypothèses de localisation géographique, puis peu à peu, ça s'est concentré sur une. On a eu cette discussion en commission d'orientation qui est de dire, mais il y a d'autres cas où on a besoin d'une installation pour la France entière et pas de 50. Il y a un deuxième cas qui fait l'actualité en ce moment, toujours dans le domaine des déchets ou des matières radioactives, plus exactement. On a besoin d'une nouvelle piscine d'entreposage parce que celle de La Hague va être pleine aux environs de 2030. 2030, c'est demain. Donc il en faut une autre. Où est-ce qu'il faut la mettre? Est-ce qu'elle doit être à La Hague comme la première? Ou est-ce qu'elle doit être ailleurs? Ou est-ce qu'on peut éclater ça en 5 ou 6 endroits à travers le territoire? On est sur le même sujet qui est de dire comment est-ce qu'on articule l'intérêt considéré comme national. On a besoin d'un projet, il faut absolument le mettre quelque part, sinon ça ne va pas marcher. Et puis les habitants de La Hague ou ceux de Bure ou des communes voisines ou ceux des autres sites qui, pour des raisons diverses, s'y sont opposés, c'est qu'ils avaient des raisons. Comment est-ce qu'on fait? Quel type de critères peut-on avoir? Alors, à mon avis, c'est l'un des sujets les plus compliqués qu'on ait à traiter sur un domaine comme celui-ci. Alors, vous pouvez dire, sur CIGEO, c'est trop tard, parce que la loi Bataille, qui a été rappelée tout à l'heure, et tout ce qui a été fait depuis, a dit que maintenant, si on a un centre de stockage géologique profond, il est ici, il n'est pas ailleurs. Alors qu'il y a 15 ans ou 20 ans, on aurait pu dire, tiens, on a 4 localisations possibles. D'ailleurs, si on fait un labo, c'est pour ça. Maintenant, plus on avance, plus c'est difficile de dire que cette localisation géographique, on peut la changer. Ça n'élimine pas les autres alternatives, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais ce choix-là, il est fait. Par contre, on a dit, pour les autres choix futurs, la question des critères de choix, définir les critères. Il peut y avoir des critères géologiques, mais il y en a d'autres. Il y a des critères d'impact socio-économique. Ils sont ils ne sont pas comparables directement parce qu'ils sont d'une autre nature que les critères géologiques. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut s'asseoir dessus. Tout ça, ça existe. Et le fait d'avoir un accord en amont entre les représentants des populations locales concernées par le projet et puis les porteurs de projets au niveau national, c'est ce qu'il faudra arriver à faire un peu mieux. Là, je rentre plus, ça c'est mon avis personnel. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, ce n'était pas mes avis personnels, c'était le résultat des discussions. Je pense que dans le cas particulier, ce bouclage sur les critères et la négociation en amont, il n'a peut-être pas été aussi parfait qu'il aurait dû l'être. Maintenant, il faut vivre avec, mais c'est plus difficile. D'autres questions? Je prends une question des gens en visio. Oui, déjà, il y a une question pratique qui est de savoir si la présentation de ce soir sera disponible. Je vais y répondre tout de suite. C'est-à-dire qu'en gros, les réunions du CLIS sont enregistrées, puis elles sont ensuite retranscrites. Donc elles sont mises en ligne sur le site. Et puis comme ici, on est également en visio, ce sera aussi disponible sous cette forme. Ensuite, alors j'ai une question que
je vais poser à M. Badré directement. Alors là, elle vient plutôt de moi, excusez-moi, je me permets. C'est de savoir la suite finalement des travaux de la commission. Je ne sais pas si j'étais un peu perdu dans la visio, si vous avez évoqué les échéances à venir concernant ce fameux projet de PNGMDR. Oui, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas en position de décider. Donc le PNGMDR, initialement, jusqu'en 2018 précisément, pardon, je remonte encore d'un cran, le PNGMDR, Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, c'était un nouveau concept datant de la loi de 2006 sur les déchets nucléaires, qui disait qu'on referait tous les 3 ans un plan de gestion disant sur toutes les catégories de déchets ce qu'il fallait en faire. On a commencé ça en 2006 et il y a eu 4 éditions successives, donc le délai de 3 ans a été suivi tant bien que mal jusqu'en 2018. Non, il a même dû être suivi précisément puisque donc ça faisait 12 ans. Jusqu'en 2018, il y a eu 4 échéances triennales de ce plan, sachant que sur chaque période de 3 ans, on disait voilà, il faut faire des études sur tel sujet, il faut avancer sur le CIRES dans l'Aube ou sur je ne sais quoi, etc. Tout ça, c'est fait. Pourquoi est-ce qu'en 2019, tout d'un coup, on a fait un débat public alors qu'on ne l'avait pas fait avant? C'est parce qu'il y avait eu à l'époque un changement de réglementation sur les concertations générales avec le public. Il a été dit que devait être soumis à débat public, enfin devait être soumis à la CNDP, non seulement les grands projets. Cigéo est un grand projet, le Lyon-Turin est un autre grand projet, n'importe quelle ligne à grande vitesse est un grand projet pour lequel il faut soumettre ça à la CNDP qui décide ou non de faire un débat public. Ça date d'il y a 20 ans. Par contre, depuis 2018, les grands programmes, un programme c'est un ensemble de projets pour faire simple, donc le plan national de gestion c'est un programme, Cigéo c'est un projet. Depuis 2018, les grands programmes sont aussi soumis à obligation de saisine de la CNDP pour savoir s'il faut faire un débat public. La CNDP, saisie sur la 5e édition du PNGMDR, a dit oui, il faut faire un débat public, et c'est le débat qui a eu lieu en 2019. Du coup, entre autres choses, il a été dit que 3 ans c'était un peu court et que 5 ans ça serait mieux. Ça aussi c'est un sujet qui a été complètement consensuel, l'idée de les faire sur 5 ans étant par ailleurs cohérente avec la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est faite sur 5 ans. Et comme tout le monde constate assez vite, même sans être un grand spécialiste, qu'il y a des liens entre la programmation pluriannuelle de l'énergie dans laquelle on va décider ce qu'on fait du parc nucléaire, et puis le plan de gestion des déchets, donc tout le monde a dit qu'on pouvait passer à 5 ans. Entre-temps, il a été pris du retard pour sortir la 5e édition. On a fait nos travaux, le débat public, la commission d'orientation, le gouvernement, donc le ministère de la Transition écologique et la Direction générale énergie-climat, qui suivait attentivement nos travaux en commission, nous a fait en novembre 2021, donc il y a 3 mois maintenant, Benoît Jacquet devait participer à la séance en question, je pense. La DGEC, donc du ministère, nous a fait un retour sur nos propositions, ce qu'on lui avait demandé en disant on a remis plein d'avis sur plein de sujets, on aimerait bien savoir ce que vous allez en faire. Ils nous ont fait un retour très précis en prenant toutes les propositions une par une. Il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas retenu, mais très peu finalement. Et ce n'était pas sur des enjeux vraiment délicats. Et sur toutes les autres, ils ont dit ça on peut faire, ça, mais c'est pas forcément tout de suite, ou ça va être fait dans tel et tel cadre. Donc on a eu un retour écrit très précis. Et ils nous avaient dit maintenant le plan national de gestion doit être soumis à enquête publique, ça c'est la règle, avant d'être approuvé par décret. Et comme tout ça se passait à l'automne 2021, on avait tous en tête qu'au printemps 2022, il y avait une élection présidentielle,
puis des élections législatives, et que ce genre de procédure ne peut pas se faire pendant une période électorale. Donc on avait dit il faut que ça soit fait avant, et il nous avait été dit à l'époque que l'enquête publique aurait lieu en février 2022. Nous sommes en février 2022, bien avancé, même on commence à approcher de la fin. L'enquête publique n'est pas lancée pour une raison que j'ignore complètement, mais qui fait que maintenant la probabilité qu'on saute après la période électorale me semble assez élevée. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Ça rend humble, on ne sait pas tout, mais il y a une chose assez mystérieuse là-dessus, c'est vrai. Merci. Dans la salle, toujours personne. Question des internautes? Oui, alors d'abord, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion. Qui est de dire en gros... Enfin, je vais lire ce qui est écrit, ça sera encore plus simple. Surtout qu'en plus, la personne qui a fait cette observation dit que je ne fais pas passer les questions. Donc qui peut imaginer que l'ANDRA écoutera les avis des futures entités de concertation? Jusqu'à ce jour, elle n'a jamais écouté personne. Voilà. C'est pas vraiment une question, je ne pense pas que ça appelle une réponse. Enfin, encore que M. Badré, si elle a un avis sur la... Après, M. Guérit demande si Bernard Laponche pourra prendre la parole ce soir. Alors, il est présent en principe en visio, mais comme on l'a dit au début, en visio, c'est uniquement les questions sur le fil de discussion. Alors, je ne sais pas, M. Badré, si vous voulez répondre. Non, enfin... Sur le deuxième point, la dernière partie de la question, je peux dire que Bernard Laponche participait à la commission d'orientation. Il participe aussi au groupe de suivi mis en place à la suite de l'avis du HCT-ISN que j'ai cité tout à l'heure. Donc c'est un interlocuteur actif, très présent, on peut dire, de tous nos travaux et très écouté. Donc il n'y a aucune difficulté. Moi, j'ai par ailleurs des contacts suivis avec lui, donc il n'y a aucun problème du côté de sa participation. Alors concernant l'ANDRA, moi je veux simplement rappeler, parce que là, ça aussi on en a discuté en commission orientation, que l'ANDRA est maître d'ouvrage du projet. C'est un établissement public de l'État, l'ANDRA, un établissement public sous tutelle de l'État, et il fait ce que lui demande l'État, sinon le fonctionnement de notre État serait un peu inquiétant. Alors on peut ensuite faire plein de reproches ou plein de compliments aux uns et aux autres, mais dans sa fonction de maître d'ouvrage d'un projet qui par ailleurs suscite de vives oppositions, ce qui est là aussi, je le répète, c'est la démocratie, il n'y a rien de choquant là-dedans. L'ANDRA n'a pas la tâche la plus facile. Je n'ai pas dit en me présentant tout à l'heure, parce que c'était vraiment pas notre sujet, que parmi quelques autres expériences de débat de société, j'ai fait partie en 2017 de la commission de médiation de Notre-Dame-des-Landes. Et le projet de Notre-Dame-des-Landes était porté aussi, cette fois-ci, par une direction ministérielle de l'État. Donc c'était même pas un établissement public de l'État comme l'ANDRA, c'était une direction ministérielle, la direction de l'aviation civile, qui évidemment se prenait des critiques très dures, dans laquelle, vu de l'extérieur, on pouvait dire que certaines de ces critiques étaient méritées, d'autres l'étaient moins. Celui qui n'a jamais rien fait de mal serait le seul à pouvoir dire que c'est pas bien. Mais donc voilà, je constate que l'ANDRA a une fonction particulière dans ce projet et qu'il faut en tenir compte, c'est tout. Personne dans la salle? Donc on continue avec... Alors, une question assez précise. Je cite les auteurs quand ils se présentent eux-mêmes. C'est Jacques Leray qui représente le CEDRA, qui est membre du CLIS, et qui indique, qui se pose la question pourquoi aujourd'hui vouloir associer la population à ces choix de création de cette poubelle atomique, alors qu'elle n'a jamais été consultée sur cette implantation sur le territoire auparavant. Je vous ai dit au début qu'il y avait plein de questions auxquelles je ne savais pas répondre autrement que par des réflexions. Je voudrais en faire une là-dessus. Je le disais à l'instant à propos de Notre-Dame-des-Landes. Il se trouve que depuis quelques années, j'ai été impliqué dans pas mal de sujets
qui donne lieu à des conflits de société. Ce n'est pas parce que j'aime spécialement les conflits, mais parce que je suis assez persuadé que la démocratie, c'est comme ça que ça marche. Et je citerai volontiers un philosophe que j'aime bien qui s'appelle Frédéric Worms, qui a écrit un petit bouquin il y a quelques années qui s'appelle « Les maladies chroniques de la démocratie ». Et puis je l'ai entendu exposer ça oralement plusieurs fois. Il explique volontiers que la démocratie, c'est un système très compliqué. C'est jamais parfait. Ça chaote tout le temps. Alors il y en a d'autres. Il y a Churchill, c'est bien connu, qui a dit que c'était le pire des systèmes à part tous les autres. Mais Frédéric Worms le dit plus en détail en disant c'est normal que ça soit insatisfaisant, ce genre de choses, et qu'on se dise toujours qu'on n'a pas fait tout ce qu'il faudrait faire et qu'on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Si je comprends bien la question, mais moi je n'étais pas sur place depuis 10 ou 20 ans, comme ça doit être le cas de celui qui a posé la question, il y a forcément des insatisfactions ou des rancœurs ou des fureurs. Je peux vous dire là pour le coup qu'à Notre-Dame-des-Landes, des fureurs, on en a pris plein la figure. Mais ici, je suppose qu'il doit y avoir des choses du même genre. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été bien fait dans le passé? J'en sais rien. Et critiquer ce qui a été fait il y a 10 ou 20 ans, malheureusement, ne sert plus à grand-chose. En revanche, comment faire maintenant pour que maintenant et dans les années qui viennent et dans les décennies qui viennent, parce qu'il s'agit bien de décennies plus que d'années, comment on peut faire pour que le système de concertation fonctionne un peu mieux? Ben, c'est ça qu'on essaye de faire. C'est pas plus que ça, hein. Il faut rester modeste. Mais si on n'essayait pas de faire ça, et si on dit, puisque de toute façon la concertation, ça ne va pas marcher, on va continuer à ne pas se concerter, je pense que là, on court droit à l'explosion. Hein, et c'est quand même pas le but de ce qu'on... En tout cas, c'est pas mon but à moi. Ça, c'est clair. Alors, deux questions un peu qui se rapprochent, on dira. Une première, enfin qui viennent de l'Ancli, les deux d'ailleurs. Alors une première, je ne sais pas s'il y a une réponse possible, c'est quand aura-t-on le rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques sur le projet sur le PNG-MDR en général? Effectivement, heureusement que vous avez dit qu'on ne pouvait pas répondre. Je veux juste dire là-dessus qu'il me semble avoir compris, mais il y a peut-être d'autres gens qui sont plus qualifiés que moi là-dessus, que le rapport de l'OPEX est rendu au vu du plan publié. C'est-à-dire ce n'est pas un avis préalable comme ceux de pas mal d'instances consultatives, y compris l'autorité environnementale dont on a parlé tout à l'heure ou d'autres. Le rapport de l'OPEX est publié. C'est un avis sur le plan tel qu'il sera approuvé par décret, je ne sais pas quand, mais après la consultation publique dont on parlait tout à l'heure. Je me pose une question. En fait, ça fait Régine Milarakis, donc Meuse Nature Environnement. Je me pose une question. Ça fait environ, depuis le début du projet, on peut dire, que les opposants au projet argumentent, voire produisent de l'expertise citoyenne et pose de multiples questions qui ont été reprises et corroborées donc par l'ASN, par l'IRSN, par l'autorité environnementale. Et au fil des concertations, je ne comprends pas comment il est possible que jamais ces multiples questions reçoivent une réponse et pourquoi aucune des décisions qui sont prises au fil de l'évolution du projet ne tiennent compte de ce questionnement et de cette expertise citoyenne. Alors vous parlez de gouvernance, qu'est-ce qui va changer? Et peut-on imaginer encore que nos multiples questions et l'expertise qu'on a produite puissent influencer le cours du projet? Si d'aventure le projet CIGEO devait s'avérer infaisable, techniquement, si ce n'est au prix de la sécurité et de la santé des populations, est-ce que ce n'est pas maintenant
qu'il faut réagir. Je ne sais pas si la question s'adresse à moi ou si elle s'adresse à nous tous. Je pense qu'elle doit plutôt s'adresser à nous tous. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un avis dessus que j'ai déjà exprimé il y a 5 minutes, donc je ne vais pas le répéter. C'est que même quand des choses sont difficiles, un peu rugueuses, on a tous connu dans nos vies personnelles ou professionnelles, ce n'est pas une raison pour ne pas continuer à essayer d'avancer, sachant qu'on ne peut pas dire, je crois honnêtement, sur ce projet, moi je l'ai découvert récemment, hein, je n'ai jamais trempé dans les questions de traitement de déchets nucléaires jusqu'à 2018-19, il me semble quand même qu'il y a un certain nombre d'organismes qui ont apporté des réponses. Vous avez cité l'ASN. Moi, j'ai vu, et l'ASN a participé très activement aux réunions de notre commission orientation. Ils ne se cachent pas derrière leurs petits doigts pour dire ce qu'ils ont à dire. Leurs avis sont publics. Leurs avis ne sont pas purement consultatifs parce qu'il n'y a pas beaucoup de décideurs politiques à des niveaux élevés qui prendraient le risque d'aller contre un avis de l'ASN. Donc, parce qu'ils savent bien que s'il y a un pépin après, on saura venir les chercher. Donc il me semble qu'on ne peut pas dire qu'aucun avis n'est suivi. En revanche, ce que je vous disais il y a 5 minutes, c'est que dans n'importe quelle procédure de concertation, surtout sur des sujets conflictuels ou controversés, celui-ci en est un, qu'il y a des moments où les uns ou les autres ont l'impression qu'on ne les écoute pas, je dirais que ça n'a rien de surprenant. Ce n'est pas une raison pour ne pas continuer à émettre un avis. Mais je l'ai dit, ça c'est mon avis personnel. Comme vous le voyez, malgré mon âge avancé, j'ai gardé une dose de naïveté, mais il me semble que c'est quand même comme ça qu'on peut progresser. Personne dans la salle, M. Jacqui, d'autres questions? Oui, déjà, j'ai une réponse à la question qui a été posée concernant la présentation du rapport du PNG, enfin du PNGMDR à l'OPEX. C'est M. Medalel, qui est l'attaché parlementaire de Mme Cariou, qui indique que le PNGMDR sera présenté à l'Office parlementaire le 3 mars de cette année, donc très prochainement. Et l'info est sur le site de l'Assemblée nationale. Alors sinon, j'ai un autre commentaire qui, pour moi, n'est pas une question et qui dit malgré tout que certains pays, comme la Chine, la Russie, là je vois l'URSS, c'est peut-être un peu daté, mais c'est pas grave, ou le Japon travaillent sur la transmutation. C'est tout ce qui est dit. Alors, je ne sais pas si ça vous fait réagir, mais c'est quand on a parlé des alternatives, je pense. Voilà, c'est venu à la suite de ça. Là-dessus aussi, je vais toujours vous faire la pub sur le même document, mais je répète, si je le présente en public, c'est parce qu'il n'a jamais été contesté par aucun des experts institutionnels ou non institutionnels qui ont travaillé. Il y a un développement de 2 pages sur l'état actuel des travaux sur la transmutation dans le document de clarification des controverses du débat public, qui explique où on en est, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Il y a eu des déclarations, il y a eu des projets qui existent, notamment un en Belgique, si je ne me trompe. Il y a eu des déclarations du prix Nobel Mourou pendant notre débat public là, en 2019. Tout ça est expliqué dans ce document. Mais ce que j'ai compris moi, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de physique nucléaire, c'est que c'est vraiment un sujet de recherche très complexe sur lequel, pour l'instant, on n'est pas du tout au stade du développement industriel. Ça, c'est clair. Et ce point n'est contesté, à ma connaissance, par personne. Oui, Madame François. C'était juste Vous parliez tout à l'heure de problèmes de société, de conflits de Notre-Dame-des-Landes, et c'est vrai que le projet CIGEO, ça remue quand même pas mal, ça provoque pas mal d'opposition depuis près de 30 ans maintenant. Je ne sais pas si vous avez eu connaissance d'un rapport que la CNDP vient de sortir, Éclairage sur le nucléaire. Oui. Bon, il est intéressant parce qu'il corrobore quand même ce qu'on dénonce et ce qu'on déplore depuis quand même des années. Il y a des phrases, il fait 6 pages, on peut le trouver sur le site de la Commission nationale du débat public. Donc c'est pas rien, voilà.
Donc je cite 2-3 phrases. Un sentiment dans des constats que fait la CNDP, Commission nationale du débat public. Un sentiment constant que les décisions concernant le nucléaire sont prises sans tenir compte de la parole citoyenne. Donc là, ça vient quand même résumer quelque part l'expérience des débats sur le nucléaire en France. Un deuxième point, une contestation récurrente, le manque de transparence et de fiabilité des informations concernant le nucléaire. Bon, c'est très fort, ça quand même, ça pose question. Et les 2 débats de CIGEO sur CIGEO, enfin sur le projet d'enfouissement de déchets nucléaires, sont largement évoqués. Et la CNDP dit aussi « Ce constat de bilan démontre que le débat public sur toute question nucléaire ne peut avoir lieu que dans le plus strict respect des principes de la participation, sous l'égide d'une autorité indépendante de toutes les parties prenantes et une réelle volonté d'associer le public aux décisions. Cela suppose de prouver, à minima, que ces décisions n'ont pas été prises. C'est une règle du jeu de base de la participation. » Voilà, donc c'est quand même le gros problème. Effectivement, vous parlez de conflictualité dans la société, de débats un peu explosifs, mais les débats tels qu'on a pu les ressentir ici, et c'est confirmé bien parce que dit la CNDP, c'est que les débats arrivent quand les décisions sont prises. C'est-à-dire que le projet CIGEO trace sa route, les décisions sont prises, il y a des lois, on a eu énormément de concertations là, sur ces derniers mois. Les gens ici ne savent même plus à quel sens se vouer parce qu'on concerte sur tous les sujets. Mais en fait, le problème, le nœud du problème, c'est que les décisions sont prises sans associer la population. Et ça, quoi qu'on y fasse, quoi que vous puissiez dire, je reviens encore, j'insiste un petit peu, mais j'ai consulté en fait ce que dit le ministère de la Transition écologique et l'ASN suite aux orientations du PN des Malins. Et en fait, la voie de l'entreposage et la voie de la transmutation ne sont pas clairement évoquées. C'est-à-dire qu'il faut, je ne sais plus comment c'est dit, mais c'est extrêmement flou. Et ce qui est surtout évoqué, c'est l'idée que les piscines, actuellement, elles débordent à la Hague et qu'il va falloir reconstruire des piscines pour entreposer les combustibles usés. Donc c'est quand même... Alors effectivement, on peut dire que ça, c'est du stockage en surface ou subsurface, mais c'est pas ce qu'on entend, nous, par ce que disait la loi Bataille, quoi. Voilà. Alors, plusieurs points sur ce que vous venez de dire. D'abord, effectivement, je ne peux que recommander à tout le monde de lire, et il est consultable très facilement via Internet, vous l'avez peut-être diffusé déjà, donc cet avis de la CNDP qui est tout récent, il date d'il y a quelques jours. Il fait suite à une délibération de la CNDP qui date de décembre 2021 et qui n'était pas liée à notre sujet du jour, mais qui était liée au débat sur la relance ou la non-relance du nouveau nucléaire, comme il est d'usage de le dire. La CNDP fait très attention à dire, c'est pas nous qui devons dire s'il faut faire de nouveaux EPR ou s'il ne faut pas. En revanche, c'est nous qui devons dire, et elle le dit très clairement et très fermement, ce que vous venez de lire, que ça ne peut pas se faire autrement qu'après que l'article 7 de la Charte constitutionnelle de l'environnement, c'est quand même pas tout à fait le dernier des textes de droit qui existent, qui dit que toute personne a le droit de participer à l'élaboration des décisions concernant son environnement. Cet article doit être appliqué. Point. Ensuite, il y a des décisions à prendre. Les décisions, elles seront prises, on ne sait pas ce qu'elles seront, mais ce point est tout à fait fondamental. Et moi, je ne peux que dire en tant que citoyen que je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit la CNDP là-dessus. Excusez-moi, du coup, il m'est sorti de la tête le dernier point que vous avez évoqué, alors que je voulais... La recommandation du PN... sur les alternatives. Oui. Et les piscines d'entreposage. Oui, pardon. Tout à fait. Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que la question de la piscine d'entreposage à faire à l'échéance 2030, dans tout le débat public et toujours dans notre document de clarification des controverses, c'est une question complètement différente de celle de CIGEO et des déchets HAMAVL. S'il y a un seul point qui était complètement consensuel dans tous les participants institutionnels
institutionnelle ou non institutionnelle à la préparation de ce débat public, c'est que de toute façon, il y avait un problème de saturation des capacités d'entreposage actuelles des combustibles usés en 2030, sachant que c'est autre chose que le stockage des déchets définitifs, modèle CIGEO, ou que l'entreposage de très longue durée, tel qu'il est préconisé comme une alternative à CIGEO. Là, il s'agit de l'entreposage immédiat, les combustibles usés qui sortent de leur piscine proche de chaque réacteur et qu'il faut garder pendant quelques années ou quelques dizaines d'années parfois pour le MOX pour qu'il refroidisse. Et là-dessus, il y avait un consensus général sur le fait qu'on ne pouvait pas échapper à faire de nouvelles capacités d'entreposage. Il y avait un débat, est-ce que ça doit être à sec ou en piscine, mais personne ne disait qu'il ne faut pas en faire. Donc c'est un point complètement disjoint de celui de CIGEO et je pense qu'il ne faut pas amalgamer les deux. C'était tout ce que je voulais dire là-dessus. Il y a encore une question, je crois, des internautes avec une réflexion, il me semble. En fait, c'est toujours cette histoire de PNGMDR et de présentation à l'office parlementaire. D'abord, c'est M. Médalel qui me demande de préciser que la présentation qui sera faite à l'office parlementaire le 3 mars, ce n'est pas une présentation du PNGMDR, parce qu'il n'a pas été transmis, c'est ce que disait M. Badré. Il le sera une fois rédigé après la consultation publique. Et donc, il s'agit d'un rapport d'évaluation sur le PNGMDR. Alors ça, j'avoue que je ne sais pas exactement de quoi il retourne. Et j'ai ici encore monsieur Tison là, de l'Ancli qui dit « Cela signifie que le rapport OPEXT, donc de l'Office parlementaire, est établi sur la base d'un projet de PNGMDR et non sur le PNGMDR publié et définitif. » Là, non, je ne crois pas que ce soit le cas. Ça n'est pas ce que j'avais compris, moi mais je garantis pas du si je vous livre mes sources, mais je ne peux pas en dire plus. Moi, j'ai été auditionné par Madame Cariou et Monsieur Sido, tous les deux membres de l'OPEXT. J'ai été auditionné en tant que président de la commission orientation dont on a parlé tout à l'heure. Et eux deux sont rapporteurs pour l'OPEXT de l'avis sur le PNGMDR. Mais c'est de là que j'avais retiré, peut-être à tort, hein, donc je ne vous certifie pas que c'est ça la réalité. C'est là que j'avais compris que l'OPEXT se prononçait sur le PNGMDR dans sa forme définitive, c'est-à-dire après la consultation publique qui n'a pas encore eu lieu et qui se prononçait à la fin en disant c'est bien ou c'est pas bien, ce qui est autre chose que tous les avis consultatifs qu'on rend maintenant. Mais je le redis, moi je ne suis pas du tout spécialiste de ce genre de choses, c'est peut-être pas la réalité. Je crois que j'avais compris comme vous. Mais... Alors, ça tourne toujours autour de... plutôt, enfin, pas forcément l'office parlementaire, mais aussi un peu le rapport avec les élus. Est-ce que les travaux qui sont effectués dans le cadre de la commission, par exemple, sont présentés aux élus, sont partagés avec les élus, notamment les parlementaires, évidemment? Alors, pour être tout à fait franc et transparent, là aussi, c'est une des difficultés qu'on a eues dans la commission orientation, et pas du tout, je pense, par mauvaise volonté de qui que ce soit, mais simplement par une question d'adaptation de méthode de travail. Dans la commission orientation, telle qu'elle a été définie, donc pour donner des avis à l'État sur la préparation du projet de plan, il était dit qu'il devait y avoir un ou deux représentants du Parlement et un représentant de l'Association des départements de France et un de l'Association des maires de France, donc l'ADF, qui a dû changer de nom depuis, je ne sais plus, elle ne s'appelle plus comme ça, je crois, mais peu importe. Et donc ces représentants ont été désignés. Il y a un député du Bas-Rhin, Vincent Thiebaud, qui avait été désigné pour participer à nos travaux. Moi, j'ai eu plusieurs entretiens téléphoniques avec lui. Il a participé à une de nos séances. Et puis ensuite, il m'avait rappelé en disant « Écoutez, vous êtes bien sympathique, mais des séances tous les 15 jours, 4 heures en visio, et si on en rate une, on ne peut pas se raccrocher à la suivante parce qu'on traite des sujets en continu là-dessus.
pour un élu, pour un parlementaire, c'est pratiquement impossible à suivre. Du coup, on a discuté à la fin avec lui en disant que dans le système de suivi, qui est aussi dans le volet gouvernance que j'ai cité tout à l'heure, qu'il fallait avoir un dispositif dans lequel les parlementaires pouvaient effectivement suivre les travaux faits et pas simplement envoyer leurs attachés parlementaires, quel que soit leur mérite. Et Vincent Thiébaut le faisait régulièrement, il envoyait toujours son attaché parlementaire qui a suivi tous nos travaux. Mais il faudrait qu'eux-mêmes puissent le suivre, sachant que le Parlement lui-même, c'est lui qui sera amené à prendre des décisions. Et en particulier, je vous ai parlé tout à l'heure rapidement des jalons décisionnels, comme on dit en jargon, à propos du projet CIGEO. Un de ceux qui me paraît le plus important est que, après la phase industrielle pilote, il est prévu explicitement un débat au Parlement sur le fait de savoir si les opérations qui ont été menées sont concluantes ou non, et donc si on peut ou si on doit continuer ou au contraire passer à des alternatives, sachant que, je l'ai dit tout à l'heure, on sera à cette époque vers 2050 ou par là, peut-être un peu avant quand même, mais non, c'est à peu près dans ces eaux-là. Et donc le choix des alternatives qui soient soumis au Parlement, ça me paraît normal. Et ce qu'il faut, c'est que les parlementaires aient pu en continu, pas uniquement via l'OPEX, y compris via eux-mêmes, suivre ce qui se passe. Donc sur là-dessus, il y a une question de fond qui, pour l'instant, est mal réglée de mon point de vue. Enfin, les parlementaires ne sont pas associés d'assez près à tous ces travaux préparatoires, alors que c'est eux qui décident finalement. Il ne faut quand même pas se cacher les choses. Oui, alors d'abord je commence par une question qui devrait amener une réponse assez rapide. Enfin, c'est une question. Oui. Les Américains stockent les combustibles usés en subsurface. Sont-ils des demeurés? Je ne cite pas l'auteur, il se sera reconnu. C'est sûrement pas moi qui peut répondre à cette question, mais on peut la tourner de plein de façons différentes. On peut dire qu'il y a plein d'autres pays qui ont fait d'autres choix de politique nucléaire que la France, et que tous ces autres pays ne sont pas peuplés uniquement de demeurés. Bon, ça c'est une remarque parmi d'autres, mais tout ça, chaque pays a ses dispositifs. Alors ce que j'ai compris quand même de cette question très précise, parce qu'elle a été évoquée aussi bien dans le débat public que dans la commission, c'est qu'on ne peut pas dissocier cette question de celle du recyclage des combustibles usés, en particulier du MOX, sachant que le MOX usé ne se traite pas de la même façon que les autres combustibles. C'est ce que j'ai compris. Mais cela dit, c'est très bien qu'il y ait d'autres formules, et se contenter de dire que tous ceux qui font autrement que nous sont des demeurés ne va pas très loin dans la discussion, me semble-t-il. Je pense qu'il voulait dire l'inverse plutôt, mais bon. Alors une question là. Alors attendez, il y a encore une précision de l'attaché parlementaire de Madame Cariou. L'Office parlementaire sera amené à présenter un rapport d'évaluation sur le PNGMDR sans avoir pu l'évaluer. Donc Madame Cariou soulève ce problème de démocratie depuis plusieurs mois maintenant. Bon, ben voilà, on a des éléments. Alors encore une question, je ne sais pas si c'est vraiment une question. C'est Yves Lheureux de l'Anccli. Lors des conclusions du débat public sur le PNGMDR, M. Delalande, président de l'Anccli, rappelait que les outils de consultation du public, les débats publics, j'imagine aussi les enquêtes, doivent apporter des garanties à ses participants et doivent être des instruments d'action et non uniquement d'échange. Oui. Bien sûr, enfin, on peut être d'accord, mais ça me conduit aussi à compléter sur un point qui était évoqué tout à l'heure. Quand j'ai dit dans ma présentation initiale qu'on avait trouvé que l'avis du HCTISN de septembre 2020 était très bien fait. C'est pas simplement parce qu'il était bien rédigé et qu'il traitait plein de sujets, c'est parce qu'il développait de façon extrêmement précise
plusieurs points que vous avez soulevés, Madame, en citant l'avis de la CNDP, qui est de dire d'abord, dans les principes et les recommandations qui sont dans cet avis, il y a par exemple écrit que chaque fois qu'on fait une concertation, il faut faire un retour à tous les gens avec qui on s'est concerté, il faut dire ce qui a été fait, des avis rendus. Ça peut arriver qu'un avis ne soit pas suivi, mais s'il n'est pas suivi, il y a probablement des raisons, et ces raisons, il faut les donner. Sinon, si on se contente de dire « vous m'avez donné un avis, maintenant je le mets de côté et je fais ce que je veux », les gens ne reviendront pas 3 fois à la concertation. Donc, cette question du retour sur les concertations est fondamentale. La question des alternatives est fondamentale aussi. Qu'on se concerter avec des gens en disant « de toute façon, il y a un choix et il n'y en a qu'un seul », on peut tout de suite dire « mais à ce moment-là, pourquoi se concerter? S'il n'y a qu'une seule chose à faire, eh ben, décidons-le, et puis c'est fini ». Donc, cette question des alternatives est fondamentale. La question de la participation des différentes catégories de public qui peuvent avoir des avis différents. Et en particulier, dans cet avis, il y a le point que j'ai évoqué tout à l'heure en réponse à une des premières questions sur le fait que des questions peuvent avoir une réponse différente quand on s'adresse à un public lointain ou à un public proche, qui ont évidemment des intérêts ou des implications directes qui ne sont pas les mêmes. Et cet avis du HCTISN disait aussi très clairement qu'il fallait faire les deux, qu'il ne fallait pas se contenter de consulter uniquement des Parisiens ou des extraterritoriaux, si je peux dire, ou bien uniquement des locaux, que forcément il fallait tenir compte d'avis différents lié au fait que la sensibilité à un sujet donné n'est pas la même selon qu'on est proche ou lointain. Voilà, donc tout ça était dans cet avis, et c'est pour ça qu'on a estimé que c'était important de l'ériger en principe, et c'est pour ça aussi que le fait d'avoir un système de suivi derrière qui conduise à dire « bon, ben ça avait été dit il y a 2 ans, mais où en est-on? Est-ce que ça a été fait ou est-ce que ça n'a pas été fait ?» Ça me paraît assez important aussi. Alors ça ne garantit pas que tout va marcher comme sur des roulettes, mais c'est des orientations qui me paraissent vraiment importantes. Bien. Ah, encore une question. Merci Benoît. beaucoup, bonsoir. Benoît Degef, conseiller départemental de la Meuse. J'avais une question concernant le transport des déchets. Est-ce que ça fait partie des interrogations, en tout cas de la vigilance que peuvent avoir les différentes commissions qui étudient le dossier? On parle beaucoup de l'enfouissement, mais avant que les déchets soient enfouis, il faudra bien qu'ils viennent jusqu'à Bure. Et c'est une question qui interpelle beaucoup la population en ce moment et qui interroge et inquiète parce que pour beaucoup d'habitants, si Bure, ça peut sembler loin, d'avoir les déchets qui passent sous les fenêtres, ça rapproche beaucoup le problème. Et ça modifie considérablement finalement la préoccupation de l'enfouissement pour une partie de la population. Je parle notamment du département de la Meuse, puisque la voie ferrée traverse le sud du département. Merci beaucoup. Alors, je peux simplement vous dire là-dessus qu'au moment du débat public de 2019, là aussi c'était un choix de la commission particulière du débat public, donc qui est une émanation de la CNDP. On avait choisi d'avoir ce thème du transport des déchets identifié. Alors ça porte bien sûr sur les déchets HAMAVL pour Bure, mais il y a plein d'autres déchets ou matières qui n'arrêtent pas de circuler. Je pense par exemple à l'occasion de la fabrication du MOX, vous avez aussi des allers-retours à travers la France de combustibles qui circulent partout. Et donc cette question a fait l'objet d'une des réunions du débat qui s'est tenue à Rouen. Moi, j'y assistais moi-même avec plusieurs autres de mes collègues de la commission, où on a bien vu exactement ce que vous venez de dire, que les gens qui apprennent qu'il y a un train de déchets qui va passer sous leur fenêtre, ils n'aiment pas forcément. Alors, on a eu en
même temps une communication assez intéressante, même si elle ne répond pas à toutes les questions, du responsable du ministère chargé des Transports, disant qu'il y avait un problème de sécurité, pas de sûreté. Donc la sécurité, c'est les risques d'attaques malveillantes sur ces transports qui conduit à des choses tout à fait particulières, qui faisaient réagir des maires d'ailleurs, à savoir que les maires eux-mêmes ne savent pas forcément quand il va y avoir sur leur territoire, mais il y a plusieurs maires autour de moi, donc ils seraient mieux placés que moi pour en parler, que la question de la confidentialité sur la question des transports est un sujet délicat. Alors là-dessus, nous, on n'a pas été beaucoup plus loin dans la commission parce qu'on n'était pas directement qualifié là-dessus. Mais en revanche, ça rejoint un autre sujet, et je me permets de le citer puisque Benoît Jacquet a cité tout à l'heure à propos d'une question les interventions de Bernard Laponche, le fait que des déchets circulent en surface à travers la France pour venir à Bure ou ailleurs, ou à La Hague, ou à l'usine Melox, où on veut. On a des tas de circulation dans tous les sens. Et puis, dans une installation comme Bure, et la question a été posée et évoquée dans notre avis sur les déchets HAMAVL à propos de CIGEO, de dire que l'installation INB de surface, c'est-à-dire avant que les déchets soient à 500 mètres de profondeur, ils vont arriver par le train ou je ne sais pas comment, ils vont être conditionnés sur place avant de passer dans la descendrie, et que cette question d'installation de surface, elle est tout à fait importante et elle pose les mêmes questions à la fois de sécurité et de sûreté. Donc sûreté, par exemple, sur l'état sanitaire, les impacts sanitaires que ça peut avoir, que ce soit sur les travailleurs qui seront directement impliqués ou sur les populations locales. Et puis la question de sécurité, là aussi, les risques d'attaques malveillantes sur une installation de surface peuvent être nettement plus simples que les attaques malveillantes à 500 mètres de profondeur, c'est un peu plus difficile. Mais donc toute cette question existe, ça fait partie des sujets qui doivent être creusés beaucoup plus à fond à l'occasion de l'instruction de la décision d'autorisation de création dans les prochaines années qui viennent, ou à l'occasion de la phase industrielle pilote dans les années qui suivront, si la décision d'autorisation de création est prise d'ici quelques années. Donc oui, c'est un sujet sensible et il faut le traiter, point. Merci. Alors j'ai une ultime question. C'est pas une question, c'est une remarque. Oui, c'est une remarque qui vient de Soulaine. Alors, je la lis telle qu'elle. Si CIGEO est construit, lorsque tôt ou tard les radionucléides remonteront à la surface, l'eau du robinet sera radioactive comme à Soulaine. Les riverains de Bure subiront alors la même catastrophe sanitaire que dans le Soulainois. Et voilà, une recommandation pour aller visionner une vidéo. Bon. Monsieur Guérit, qui n'a pas deviné. Juste, j'ai pas de réponse à la question, mais juste un commentaire, parce que je crois aussi que le CLIS de Bure a eu une action précise là-dessus. La question qui a été posée et qui est toujours posée à propos de l'état initial sanitaire de la population avant implantation d'une installation comme celle-ci, pour qu'on puisse avoir un suivi réel ensuite, même si toutes ces questions ne sont pas simples, parce que trouver des relations de cause à effet, ce n'est pas la période de 2 ans qu'on vient de traverser qui montrerait le contraire. Mais arriver à mettre en évidence des relations de cause à effet, c'est compliqué, mais ça n'empêche que le fait de faire un état zéro sérieux de la population dans toute la zone définie à proximité d'une installation comme CIGEO, je crois que ça devrait faire partie des bonnes pratiques obligatoires sur une installation comme celle-ci. Et je crois avoir compris que c'était l'une de vos positions aussi du CLIS de Bure, précisément. Mais vous avez complètement raison, me semble-t-il. C'est justement la réaction de Jacques Leray du CEDRA qui dit que, suite aux réflexions de M. Guérit, tout l'intérêt de mener cette action à la fois état de référence sanitaire,
et suivi sanitaire, évidemment, dans la durée autour du site projeté. Il y a encore une réflexion. Alors, attendez. Oui, c'est Yves Lheureux de l'Enclic qui parle de l'époque où des drones volaient parfois au-dessus des centrales. Et ça pose la question de l'information des élus sur le transport des matières et des déchets radioactifs. Et encore aujourd'hui, malgré la sensibilité du sujet, les élus considèrent qu'ils doivent être informés, mais pour l'instant, on leur oppose souvent au moins la confidentialité. J'espère pas avoir été ambigu il y a 2 minutes. Je n'ai pas du tout dit que je trouvais bien que les élus ne soient pas informés. Ce n'était pas mon point de vue. Je dis simplement qu'il y a un sujet sérieux de sécurité qui se pose et qu'il faut le traiter bien. Bon, voilà. Bien. Plus de questions dans la salle. Dans ce cas-là, je vais terminer à Roland. Roland Corrier, citoyen, ancien conseiller général. Dans l'acronyme, il y a matière et il y a déchets. Est-ce que vous pouvez nous repréciser quand il y a matière ou quand il y a déchets? Alors, c'est une question, à vrai dire, pour tout vous dire, moi au début, en plongeant dans ce sujet pour la première fois il y a 3 ans ou à peu près, je me suis posé la même question en disant mais ce truc est vraiment bizarre. Et puis j'ai compris peu à peu ce qui était couvert par ça, et c'est une question très délicate et en même temps très importante. Donc la définition normée, si je peux dire, c'est de dire qu'un déchet, c'est quelque chose dont on ne peut plus rien faire. Sauf le stocker à 500 mètres de profondeur ou l'oublier, mais enfin il n'a pas d'utilisation industrielle ou énergétique possible, alors qu'une matière peut avoir une utilisation industrielle possible. J'ai dit peut avoir, ce qui n'est pas la même chose que a. Il y a par exemple tout un débat pour dire est-ce que le MOX usé peut avoir une utilisation industrielle ou non. Et certains vous disent, mais oui, il peut, on saura bientôt le recycler, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut le considérer comme une matière. Donc, ça veut dire que celui-là, on ne va pas le mettre à 500 mètres de profondeur dans CIGEO, on va le garder sous la main, parce qu'on se dit que peut-être un jour, on en fera quelque chose. Alors, je vais revenir à un truc beaucoup plus précis sur lequel il y a eu un débat controversé dans la commission d'orientation, on peut le dire, c'est celui de l'uranium appauvri. Comme vous le savez, avec l'uranium naturel, on fait de l'uranium enrichi avec 6 ou 7% du volume qu'on utilise dans les centrales nucléaires, et du coup, on en garde 92 ou 93% d'uranium appauvri. Cet uranium appauvri, est-ce que c'est une matière ou un déchet? Est-ce qu'on a l'espoir d'en faire un jour quelque chose? Réponse, le physicien vous répond oui, on pourra peut-être un jour en faire quelque chose, en particulier si on fait des réacteurs de 4e génération. Cet uranium appauvri, on va pouvoir l'utiliser comme combustible avec le plutonium récupéré par ailleurs, et ça va être un combustible de futurs réacteurs de 4e génération. En ce moment, ils n'existent pas, ces réacteurs de 4e génération. L'ASN nous dit, et elle a écrit dans un avis public que vous pouvez retrouver sur le site de l'ASN, que l'uranium appauvri, on en a des quantités absolument colossales depuis le temps qu'on fait de l'uranium enrichi avec 7% et de l'appauvri à 93%. Les volumes d'uranium appauvri sont absolument énormes. Et donc l'ASN avait dit il faut déclasser cet uranium appauvri et le transformer en déchet. Ça a l'air de rien, mais vous suivez tous probablement les articles dans la presse sur la situation financière d'EDF, par exemple. Selon que la même substance est classée matière ou déchet, si elle est classée déchet, le détenteur de cette substance doit intégrer dans ses comptes les provisions pour stockage ou traitement de ce déchet. Si elle est classée matière, elle peut considérer que cette matière va être
revendue, donc elle fait partie de son patrimoine qui est compté positivement dans ce cas-là, alors que dans l'autre cas, elle sera comptée négativement. L'impact n'est pas du tout négligeable sur les comptes d'une entreprise comme EDF ou comme Orano, qui manie ce genre de substances en grande quantité. Ça a des conséquences très lourdes. Et c'est pour ça que quand on rentre dans ce débat sur le classement matières et déchets, on voit tout de suite EDF et Orano qui disent « Mais attendez, vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi là-dessus. Il y a des conséquences extrêmement lourdes selon ce qu'on en fait. » Alors, sur le cas de Cigéo, puisque c'est ou des déchets HAMAVL dont on parle ici, la principale question sur le classement matière déchets, c'est le classement du MOX usé. Est-ce qu'un jour on saura le réutiliser ou non? Et c'est le bouclage du cycle. En revanche, sur les déchets TFA ou FAVL, la question c'est l'uranium appauvri ou très appauvri. Est-ce que c'est une matière ou un déchet? Et selon le cas, les incidences financières sur les détenteurs sont très différentes. Donc ce n'est pas une question purement sémantique ou intellectuelle. C'est un truc à conséquences assez lourdes. Alors là aussi, on a rendu un avis spécial, la commission d'orientation, sur ce sujet. Je vous y renvoie si vous avez envie d'en savoir plus. Bien. Eh bien, puisque plus personne ne demande la parole, je vais donc clore cette assemblée générale en remerciant bien sûr M. Badré pour toutes cet exposé et ces réponses intéressantes. Vous remercier tous ici d'être venus jusqu'à Bure et également tous ceux qui ce soir étaient en visio. Et puis, je vous souhaite un bon retour pour vous qui êtes en présentiel et vous dis à bientôt.